retrouver enfin pour ce bilan drama 2024. Ça a été compliqué pour le tourner, j'ai fait plein d'essais, je n'étais jamais satisfaite du résultat. J'ai vu déjà très peu de dramas et dans ceux que j'ai vus, il y a eu beaucoup d'abandons, pas forcément des coups de cœur de manière générale. Et ça se ressent d'ailleurs dans ce top 5. Autant c'est très éclectique au niveau des thèmes abordés dans ce top 5, au niveau des genres. Il n'y a pas vraiment de ressemblance entre ces 5 dramas. Par contre, j'ai quand même compris quelque chose. C'est que les dramas que j'appréciais le plus regarder depuis ces 2-3 dernières années, c'était clairement les dramas chinois. Il y a 3 dramas chinois dans ce top 5 et 2 dramas coréens. J'ai vu que trop peu de dramas japonais qui ont su me marquer cette année pour être dans ce top 10. À l'origine, j'avais mis un drama thaïlandais, un drama taïwanais pour ce top 10, mais finalement, c'était pas forcément des coups de cœur non plus. Donc voilà, je me retrouve avec 3 dramas chinois, 2 dramas coréens. Je profite toujours de cette introduction pour vous rappeler de l'existence du challenge rattrapage lecture que l'on organise avec Lucienne cette année du blog Lumière, qui organise déjà depuis plusieurs années maintenant les rattrapages drama et films. Et on s'était dit l'année dernière que ça manquait d'un rattrapage livre. Donc on a lancé avec Lucienne le rattrapage lecture. C'est un challenge qui se déroule sur un an. Vous choisissez un palier de points à atteindre. Et on s'est rendu compte, en tout cas Lucienne s'est rendu compte que les points étaient très faciles à atteindre puisqu'elle avait déjà atteint son palier de 100 points. Donc même si vous ne lisez pas beaucoup, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour lire, ou si vous avez du temps mais que vous ne voulez pas forcément lire que de la littérature asiatique ou écrit par un auteur asiatique ou qui se passe dans un pays asiatique ou qui parle de l'Asie de manière générale, c'est compréhensible, mais du coup sachez que c'est très facile d'atteindre un palier de 100 points, même si vous prenez un palier de 50 points, c'est très facile à atteindre. Donc voilà, le challenge se déroule sur toute l'année. Je vous mets en barre d'infos l'article de Lucienne où il faut vous inscrire dans les commentaires pour participer au challenge. Il y a plein d'informations qu'elle vous explique bien mieux que moi dans cet article. Et du coup, nous concentrons-nous sur ce top 5. On commence à la 5e place avec un drama chinois, pour le coup, qui rentre totalement dans ma zone de confort. Il s'agit du spin-off de The Lost Tomb, The Lost Tomb of the Sea, non, Tomb of the Sea, du coup. Donc c'est The Lost Tomb, c'est le nom de cette saga drama. Je dis que c'est une saga parce qu'il y a énormément de saisons, de films, de spin-off qui évoluent tout autour de cet univers. C'est un univers d'aventure archéologique à la Indiana Jones ou Tomb Raider. Ce genre d'ambiance-là, c'est dans un univers du coup d'action et d'aventure archéologique que l'on évolue. Et donc Tomb of the Sea, c'est un des spin-offs de The Lost Tomb où on suit le personnage principal, Wuchi, des années après la fin de la saison 3, donc plusieurs années après, qui va rencontrer un lycéen, et ce lycéen, c'est ce qui fait que ce spin-off n'a pas fait l'unanimité auprès des fans de The Lost Tomb, puisque c'est vrai qu'il est assez insupportable pendant une grosse partie, les 3/4 du drama, il est assez insupportable, c'est un lycéen, c'est normal, et pour le coup, il est du coup très bien écrit, puisqu'il respecte totalement l'ado lycéen qui débarque dans une aventure de force, pour le coup. J'ai très hâte de voir la saison 4, puisque j'ai aussi vu la saison 3, du coup, qui est sortie en 2024. D'ailleurs, la saison 4 sort en 2025. Faut mettre son cerveau en pause pour pouvoir apprécier The Lost Tomb de manière générale, tout comme je suppose que c'est aussi le cas pour Tomb Raider et Indiana Jones, que je n'ai jamais vu, je connais juste de réputation. Voilà, faut mettre son cerveau en pause, faut pas réfléchir sur l'action qui se déroule. Si vous commencez à chercher de la logique sur chaque fait historique, sur les légendes qui entourent chaque matière vers lesquelles vont se tourner les personnages pour essayer de trouver justement un semblant de logique pour eux, faut pas chercher à réfléchir, sinon vous n'allez pas du tout apprécier The Lost Tomb, vous n'allez pas rien comprendre à votre visionnage. En fait, il faut juste poser votre cerveau en mode off et apprécier l'action, apprécier l'univers, les épisodes. Il faut vraiment enchaîner les épisodes. C'est comme ça que moi, j'apprécie de regarder les The Lost Tomb. À chaque fois, j'enchaîne tous les épisodes.
Il y en a quand même pas mal à chaque saison, il y en a une quarantaine, voire une cinquantaine parfois, donc c'est vraiment assez long, mais vraiment ça s'enchaîne tout seul en fait, tout simplement. Et puis voilà, apprécier le casting, apprécier l'univers de The Lost Tomb qui est quand même assez vaste, puisqu'il y a pas mal de personnages qui évoluent dans la série. Il y a pas mal de légendes qui sont mises en avant pour expliquer les faits qui se sont déroulés dans certains temples, pourquoi ils sont devenus du coup des tombeaux ou des temples ou peu importe les ruines qu'ils vont visiter du coup. Pourquoi ils sont arrivés dans cet état-là, comment ils ont été construits à l'époque, par qui ils ont été habités, tout ça, c'est vraiment un univers très riche. Et par contre, le drama qui se classe à la 4e position, on change totalement d'ambiance. Comme je vous l'ai dit, c'est un top 5 avec des genres très éclectiques. Et on change aussi de nationalité, puisqu'il s'agit de Code Squeeze, la saison 3, qui est donc un drama coréen. Et c'est rare, je l'avoue, que des saisons 2 ou des saisons 3 me hype autant comme ça. Code Squeeze, la saison 3, elle est absolument géniale. J'avais vu la saison 2 il y a des années de cela et je pensais pas autant aimer la saison 3, vraiment ça a été un énorme coup de cœur pour moi et surtout au final je me rappelais quand même pas mal de choses de la saison 2 alors que je l'avais vue il y a des années quand elle était sortie, donc il y a peut-être pas 10 ans non plus, mais ça remonte à assez loin quand même, la saison 2. Et du coup la saison 3 elle s'est enchaînée toute seule avec les épisodes, donc on est sur du classique, une enquête sur 2 épisodes et on n'est pas vraiment sur du policier. En fait on suit une équipe de médecins légistes qui vont aller un petit peu plus loin dans les enquêtes pour comprendre vraiment d'où viennent les marques sur les corps. Ils vont réfléchir un petit peu plus loin que juste relever des blessures et les transmettre à l'équipe de police. Et c'est ce qui fait le charme de Code Quiz, c'est ce qui fait que cette équipe fonctionne aussi bien et se complète aussi bien. Il n'y a pas de personnages qui sont complètement délaissés pour mettre en avant vraiment le héros. Le héros sait qu'il peut être entouré, s'entraider de son entourage, de son équipe qui est là pour l'aider. Et ça fait du bien justement de voir une équipe comme ça qui se complète aussi bien. Et la saison 3 a encore une fois des enquêtes très à la fois réalistes. On n'est pas non plus totalement dans le fictif où ça paraît impossible. Les résolutions sont très fluides, je trouve, sont amenées avec beaucoup de réalisme. Et les réflexions autour des affaires sont aussi très fluides, très réalistes dans la manière dont c'est amené. C'est ce qui me plaît beaucoup dans Code Squeeze, c'est que chaque fait et chaque résolution a une logique en fait qui se suit. C'est pas comme par exemple dans certaines adaptations de Sherlock Holmes où il résout ça un petit peu comme par magie parce que Sherlock Holmes est vu un petit peu comme un super-héros et va comprendre la raison de pourquoi il est arrivé à telle conclusion. Là, vraiment, dans Code Squeeze, tout est expliqué de A à Z de pourquoi il a eu cette blessure-là et ce qui s'est passé avant et comment il en est arrivé à l'état actuel du corps. En fait, tout est vraiment expliqué. C'est très bien fait, je trouve, et les enquêtes sont toujours très riches. Il n'y en a pas forcément qui m'ont moins déplu que d'autres. C'est très bien fait. La saison 3 m'a vraiment hypé de fou pour la saison 4, que je vais voir bien sûr cette année. Je ne vais pas enchaîner tout de suite avec le reboot parce que sinon ça voudrait dire que je n'ai plus rien à voir de Code Quiz, donc je regarderai le reboot plutôt l'année prochaine. Et du coup, le podium, à la 3e place de mon podium, on est encore sur un drama coréen, du coup c'est bien 2 dramas chinois qui sont en tête de ce podium-là. Et du coup, il s'agit de Love in the Big City. J'ai adoré ce drama coréen. Et je ne savais pas au moment de le visionner que c'était une adaptation d'un roman qui a été traduit sous le nom de Aimer dans une grande ville, donc littéralement ce que veut dire le titre en anglais, quoi. Et je sais que le roman a aussi eu de très bons retours, donc il me hype d'autant plus. Vu que comme j'ai aimé la réalisation, l'écriture de la série et l'écriture des personnages aussi, la mise en scène, vraiment tout me fait dire que le roman doit aussi avoir un certain charme à l'intérieur de son style d'écriture. Et du coup, c'est ce qui me hype aussi pour le lire. Mais j'ai déjà eu de très bons retours sur le roman, donc je sais que je vais le lire cette année de toute manière. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que je vais le lire cette année. Et je peux pas dire que j'ai envie de revoir la série parce qu'il y a quand même des thématiques qui sont assez dures
dans la série. Je ne peux pas dire que c'est une série romantique ni un boss love. Pour moi, c'est vraiment une série tranche de vie où on suit un étudiant qu'on va voir évoluer pendant sa vie d'étudiant et aussi après sa vie d'étudiant, pendant sa vie adulte en fait. On va surtout le voir évoluer avec sa meilleure amie, mais aussi au travers de plusieurs de ses relations amoureuses. Ce qui me plaît énormément dans ce drama, c'est sa fin, qui est une fin très ouverte en fait. Et comme dans toute œuvre tranche de vie qui se doit, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de conclusion directe sur la vie du personnage parce que c'est la fin du drama. C'est un drama tranche de vie, donc forcément la vie du personnage continue à évoluer même après la fin du drama et c'est à nous de l'imaginer comment il doit évoluer en fait. La fin est suffisamment ouverte pour qu'on puisse se demander s'il va rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie, s'il va retrouver un de ses anciens prétendants qu'on a pu voir dans le drama, s'il va faire de nouvelles rencontres. Voilà, c'est à nous de l'interpréter comme on veut et c'est ça que j'ai vraiment aimé et que j'ai envie de voir dans tous les dramas tranches de vie parce que pour moi c'est comme ça que doit être une fin de drama tranche de vie en fait. Voilà. Pas qu'il y ait de conclusion directe, mais une conclusion suffisamment ouverte pour que on puisse l'interpréter comme on veut et se dire dans notre tête que oui, effectivement, la vie du personnage continue après le drama, voilà. Donc après, c'est à notre imagination de faire la suite. Mais Love in the Big City m'a surtout plu aussi pour le casting, le jeu des acteurs qui est incroyable et ce qui marque vraiment, je pense, les esprits des gens qui ont vu la série, outre l'écriture qui est très bien menée et la réalisation qui est magnifique. C'est vraiment le jeu des acteurs qui est très juste. Il n'y a pas de surjeu, comme on a l'habitude de le voir dans les comédies romantiques. Très souvent, c'est pas forcément réaliste dans l'interprétation des réactions des personnages. C'est toujours souvent un petit peu lourd, ou alors c'est un peu trop mou. Enfin, dans Love in the Big City, c'est juste naturel. Tu ne vois pas les acteurs jouer, c'est juste naturel. Et c'est ce qui fait dire que le casting est excellent en fait. À aucun moment je me suis dit, ils sont en train de réciter un texte, ils sont en train de jouer un rôle. C'est juste la vie d'un étudiant qui évolue dans une société qui n'accepte pas l'homosexualité. N'allez pas lire surtout les résumés sur Naughty John et sur Vicky aussi. Ça Paul a un gros fait qui n'est révélé sur le personnage principal que vers les 2-3 derniers épisodes il me semble. Et voilà, c'est juste un étudiant que l'on voit, un jeune homosexuel qui a du mal à évoluer, à s'ouvrir dans une société qui n'accepte pas l'homosexualité, encore moins bien qu'en France. En Corée du Sud, c'est un petit peu compliqué pour la communauté homosexuelle. Et c'est ce qui m'a fait énormément aimer ce drama, c'est le naturel avec lequel évoluent les personnages et le naturel avec lequel ils sont interprétés aussi. Et le casting est tout aussi bon et incroyable dans le drama qui est à la 2e position de mes top 5. Et pour le coup, c'est un drama que j'ai lancé totalement par hasard. Il s'agit de Regeneration. C'est un drama thriller chinois dont je n'ai vu quasiment aucun avis. J'ai vu aucun avis sur ce drama-ci. Et je l'ai lancé parce que ça faisait un petit peu penser au résumé de A Murderous Affair in Horizon Tower, où on comprend le passé et on peut résoudre l'enquête sur la mort de la victime à travers les témoignages. C'est un petit peu ça aussi dans l'écriture de Regeneration qui est très bien faite, un peu comme Love in the Big City. C'est vraiment un style d'écriture qui se remarque tout de suite dans la manière dont évoluent les personnages et les scénarios, mais qui est fait de manière assez naturelle sans que ce soit non plus cartoonesque quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un style d'écriture qui se voit, qui se sent, mais d'un autre côté qui est assez naturel, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les dramas policiers, thrillers de tous les jours, quoi. Parce que là, en fait, on va en apprendre plus sur une personne qui est portée disparue, et on pense que la personne est décédée, puisque elle réunit plusieurs personnes à son enterrement, qui ne se connaissent pas entre eux, mais ce sont toutes des personnes que cette personne disparue a connues dans sa vie, et parmi eux, une journaliste qui le connaît, on ne sait pas trop d'où au début du drama. Et petit à petit, en fait, on va en apprendre plus sur la vie de cette personne au fur et à mesure des témoignages de ces personnes, puisqu'ils vont se retrouver bloqués dans le lieu où est censé se dérouler du coup l'enterrement. Ils vont se retrouver bloqués et ils ne vont avoir d'autre choix du coup que
de commencer à discuter pour faire passer le temps, et du coup ils vont commencer à discuter de cette personne qui a disparu, qui est censée être morte du coup. Et en fait chaque personne va le décrire d'une manière totalement différente, chaque personne va avoir une vision de cette personne disparue totalement différente, et c'est très bien fait parce qu'on comprend que du coup c'est un arnaqueur, voilà, qui s'est fait montrer sous des jours différents auprès de chaque personne pour les arnaquer par la suite. Et en fait, chaque personne a un souvenir différent de lui, où voilà, soit ça s'est très mal terminé, soit ça s'est bien terminé, et du coup, ils ont un souvenir amer parce qu'ils comprennent que cette personne qui se fait bien voir de leur côté, en fait, c'était un connard qui les a blessés vraiment pour certaines relations qu'il a pu avoir. Et d'un autre côté, on en apprend aussi un petit peu plus sur son passé, sur pourquoi il en est venu à arnaquer ces gens, qu'est-ce qu'il a fait qu'il est devenu comme ça, quoi. Et c'est vraiment hyper fluide. C'est pas, ça peut paraître très brouillon la manière dont j'explique, mais vraiment c'est montré de manière hyper fluide. À aucun moment je me suis posé des questions sur comment c'est possible, parce que en fait chaque témoignage fait qu'on arrive à lier les histoires entre elles et à comprendre le comportement du gars, de pourquoi il était comme ça à ce moment-là, c'est parce qu'il venait de rencontrer cette personne, pourquoi il a fait cette demande-là, c'est parce qu'il devait faire ça à cette personne. Enfin voilà, tout est très bien tourné, tout est très bien écrit, et surtout tout est très bien réalisé. La mise en scène est incroyable dans Regeneration. En termes de mise en scène et de réalisation, rien n'équivaut pour moi mon numéro 1 de 2024. Il s'agit de This Ballerine, que j'avais lancé suite au très bon retour que je voyais passer sur Twitter d'une amie Twitter qui réagissait beaucoup sur son visionnage de ce drama-ci. Et en fait, les captures d'écran qu'elle me mettait sur ses tweets m'ont beaucoup plu. Je trouvais vraiment la mise en scène très belle, et effectivement, la mise en scène, la réalisation de This Ballerine est incroyable. On suit un jeune homme qui perd son emploi, qui décide de démissionner plutôt, et il va commencer en fait à jouer à un jeu vidéo virtuel. C'est un passionné de jeux vidéo, et du coup quelqu'un approche à lui, va lui proposer de tester une démo d'un jeu virtuel, et quand il va le lancer à sa première partie, il va rencontrer un autre joueur qui semble en connaître pas mal sur ce jeu-ci, et à la fin de sa première partie, il va se rendre compte que les joueurs qui meurent pendant la partie meurent réellement aussi dans la vraie vie, que ce soit une mort naturelle ou pas, ils meurent dans la vraie vie. Et du coup, il va aussi se rendre compte que plusieurs joueurs tentent soit de trouver à travers des organisations plus ou moins distinctes, soit eux en solo, parce qu'ils s'interrogent vraiment sur le fonctionnement de ce jeu, pourquoi ce jeu a été créé et comment c'est possible que les personnes qui meurent dans le jeu peuvent mourir aussi dans la vraie vie automatiquement. Voilà, il y a plein de mystères à trouver, à résoudre autour de la création de ce jeu. Et donc, notre personnage principal va être approché d'une de ces organisations. Et c'est tiré d'un roman Boss Love. Alors, ça se ressent tout le long que c'est tiré d'un roman Boss Love. Et pour le coup, contrairement à certains dramas comme World of Honor ou The Untamed, où la romance est censurée, mais c'est que ça laisse place à une très 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 forte amitié, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment le faire pour pas voir la romance derrière. C'est impossible de voir que de la romance dans This Ballerine, parce qu'on a réellement de vraies déclarations d'amour entre les personnages. Donc voilà, c'est que eux font en sorte de pas comprendre d'une manière romantique, ou alors laissent l'autre sans réponse pour censurer un petit peu la romance parce qu'on est en Chine. Mais c'est des personnages avec une alchimie incroyable, que ce soit entre le duo d'acteurs principal, il y a une très belle alchimie entre eux, mais aussi dans le groupe d'amis qui se réunit autour d'eux, il y a une très belle alchimie aussi. Mais vraiment, le gros point fort du drama, This Ballerine, de manière totalement objective, Regeneration ou même Love in the Big City ont un scénario bien plus poussé et un casting aussi, un jeu d'acteurs bien plus poussé. Mais This Ballerine, c'est un peu comme The Lost Tomb finalement. Faut mettre son cerveau en pause et se laisser porter et juste enchaîner, c'est hyper divertissant. Mais par contre, le gros point fort du drama, c'est vraiment la réalisation qui est
magnifique et surtout une mise en scène incroyable, une colorisation de beauté incroyable parce que comme on évolue à travers différents niveaux du jeu, à chaque niveau il y a une atmosphère, un univers différent en fait. On peut très bien avoir un niveau qui se déroule dans une Chine médiévale, non, un niveau qui se déroule dans un monde apocalyptique, je vais y arriver, dans un monde futuriste, enfin voilà, il y a plein d'univers différents. Et du coup, à travers ces univers différents, la mise en scène, elle est incroyablement bien réussie, incroyablement belle. On ressent totalement l'univers du niveau avec la mise en scène. Et surtout, à chaque fois, il y a une colorisation qui rend l'atmosphère encore plus belle, encore plus unique à chaque univers de chaque niveau. C'est vraiment d'une beauté incroyable. J'ai rarement vu un drama chinois aussi beau que This Palermine. Et la musique est tout aussi incroyable. La musique du générique fait partie d'une des musiques que j'ai le plus écoutées en 2024, tellement j'ai aimé la musique du générique. Donc voilà, je vous invite du coup à découvrir ce top 5 si vous ne connaissez pas les dramas de ce top 5. Vous dites-moi en commentaire quels ont été les dramas que vous avez préféré voir en 2024. Si comme moi vous avez eu une année 2024 compliquée ou pas. Si comme moi vous avez déjà eu pas mal de coups de cœur en ce début d'année 2025. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.